Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le forum sur la paix et la sécurité en Afrique, la montée des extrémismes violents, quelle réponse politico-militaire pour y remédier et comment mutualiser les efforts, autant de questions au cœur des discussions qui se sont achevées mardi à Dakar. L'investissement, l'entrepreneuriat et la création d'emplois ont été débattus à l'occasion du dernier colloque digital Talents africains initié par le groupe Attijari Wafa Bank, le groupe marocain engagé dans la lutte contre le chômage des jeunes. Amnistie générale pour des rebelles et opposants tchadiens, la junte au pouvoir l'a décrété. Cette mesure constitue-t-elle une avancée majeure vers le dialogue national inclusif ? Nous poserons la question à notre invité, Barkaï Adoumamid, fondateur et président du Front patriotique tchadien. Mais d'abord, les derniers développements politico-militaires en Éthiopie, où Abiy Ahmed, le Premier ministre, dit quitter le front pour regagner son bureau dans la capitale Addis Abeba. Il a passé 15 jours à la tête de la direction des combats contre les forces du Tigré et leurs alliés. Et depuis le 1er décembre, les forces armées fédérales auraient repris le contrôle de larges parcelles de territoire aux insurgés. Depuis son éclatement en novembre 2020, la guerre entre les autorités éthiopiennes et le TPLF a fait jusqu'à présent des milliers de morts et déplacé plus de 2 millions de personnes. Le Forum sur la paix et la sécurité en Afrique, la 7e édition, s'est achevée ce mardi à Dakar au Sénégal, une rencontre consacrée à la question de la défense et de la sécurité en Afrique. Militaires, chercheurs, responsables de grandes organisations et décideurs politiques étaient présents. Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement, mais aussi des ministres avaient également fait le déplacement à ce forum consacré principalement aux défis sécuritaires au moment où le continent fait face à une recrudescence des attaques terroristes. Amenedji. En Afrique, plusieurs facteurs socio-économiques ont contribué à la croissance du terrorisme et de l'extrémisme violent. La pauvreté généralisée, le manque d'opportunités éducatives et d'emploi pour les jeunes, les tensions ethniques constituent autant d'éléments déclencheurs des conflits armés. Une situation qui favorise la recrudescence des foyers de violence. Exemple de certains groupes armés semant la terreur dans l'est de la RD Congo. Les solutions militaires ont démontré leur faiblesse. Et je pense qu'il n'y a aucune armée qui peut faire face à cette bataille, ces terroristes qui font une bataille asymétrique. Donc, il y a également la nécessité de s'appesantir sur d'autres solutions qui peuvent être des solutions surtout d'engagement communautaire et de conscientisation, d'information et tout le reste. En 2020, 1878 attaques terroristes ont été recensées sur le continent. 59% des attaques ont été perpétrées contre des civils, 35% contre les personnels des forces de défense et de sécurité. Face à ces chiffres, des observateurs ont attiré l'attention sur la fragilité de la communauté internationale. Le résultat, c'est que nous sommes pris tellement tard. Nous avons tellement investi dans le militaire que nous avons négligé l'éducation, la santé. Le président Macky Sall a parlé des effets des ajustements structurels et nous sommes devant un mal là où nous sommes obligés maintenant de jongler en gérant les impératifs et les urgences sécuritaires tout en s'occupant de la prévention. C'est une gymnastique assez compliquée, mais il faut la faire. Les experts pensent que le terrorisme doit plutôt être vu comme une réalité locale, nécessitant un contexte d'échange d'idées, d'approches prospectives et préventives, et non plus comme un fait lointain. Pour certains, limiter la répression militaire en favorisant la présence massive de l'État protecteur pourrait renforcer le dialogue et faire place à un sentiment national d'appartenance. Les fonds souverains gagnent du terrain sur le continent africain. Il s'agit de fonds d'investissement détenus par les gouvernements. Et dernièrement, 24 pays africains ont émis leur volonté de mettre en place un dispositif dédié à ces fonds souverains. Philomentine. 24 pays africains ont mis en place ou projettent actuellement la création des fonds souverains. C'est ce qu'ont affirmé certains experts en marge de la conférence économique africaine qui a eu lieu du 2 au 4 décembre 2021 au Cap-Vert. Les fonds souverains sont conçus comme fonds de stabilisation. L'Afrique, malgré ses richesses en termes de matières premières, fait encore figure d'élève dans ce domaine.
Chez nous, les pays africains, il est très difficile de mettre en place des fonds souverains parce que, en termes commerciaux, on est largement déficitaire, on n'est pas du tout dans les excédents commerciaux et l'épargne privée n'existe quasiment pas. Avec les maigres ressources qu'ont les différents citoyens, ils ont déjà du mal. Donc il est très difficile pour les États africains de mettre en place des fonds souverains très sérieux. Destiné en premier lieu à contrer la volatilité des prix des matières premières et diversifier les sources de revenus, les fonds souverains africains ne sont pas encore à la hauteur des ambitions. Sur le continent, ces fonds sont notamment constitués grâce aux recettes étatiques tirées de l'exploitation des ressources naturelles. L'arrivée de richesses minières, comme par exemple au Sénégal, l'arrivée du pétrole, fait augurer que ce seront des nations qui disposeront de fonds pour pouvoir justement alimenter leurs propres fonds souverains. Et généralement, les fonds souverains servent à investir dans les domaines essentiels pour le développement durable, qui va du secteur des infrastructures à celui de l'agriculture, en passant par l'énergie, l'eau potable, l'assainissement. Donc c'est une initiative qui aujourd'hui remplace petit à petit l'investissement privé. En 2019, les pays africains dotés des premiers fonds souverains sont l'Algérie avec 72,6 milliards de dollars, la Libye 60 milliards, le Botswana 5,5 milliards, l'Angola 2,3 milliards, le Nigeria 1,7 milliard de dollars, selon le Sovereign Wealth Fund Institute, une source sur les investisseurs institutionnels et le capital mondial. Retour à présent sur la deuxième édition du colloque Talents africains organisé par le groupe marocain Attijari Wafa Bank. La rencontre s'est tenue les 2 et 3 décembre. L'Afrique face à ces défis, comment les talents peuvent contribuer à l'émergence du continent était la thématique retenue cette année avec au cœur la question de la création d'emplois. Philomène Tine. L'accélération des progrès dans la réalisation des objectifs de développement, c'est le thème abordé lors de la deuxième table ronde de la deuxième édition du colloque digital Talents africains organisé par le groupe Attijari Wafa Bank les 2 et 3 décembre 2021. Selon les acteurs économiques, le continent possède un potentiel nécessaire pour constituer un espace de progrès, de croissance et de développement. Effectivement, nous avons la responsabilité et nous-mêmes en tant qu'acteurs financiers de contribuer à l'emploi, au développement socio-économique de nos pays de présence. Nous sommes en mesure d'attirer l'investissement industriel, privé, local et international au service de l'emploi et de la valeur ajoutée locale. Et c'est ce qui doit permettre de créer vraiment un développement pérenne et inclusif. Les chiffres de la Banque mondiale indiquent que les jeunes représentent 60% des chômeurs en Afrique. L'immense majorité d'entre eux qui ont un emploi se situent dans le secteur de l'économie informelle. Dans le but de contribuer à l'emploi et au développement socio-économique de ces jeunes, le groupe Attijari Wafa Bank intervient dans les domaines des infrastructures, de l'industrialisation et de l'intégration économique sud-sud dans ces pays de présence. Nous nous efforçons d'intervenir d'une manière importante dans ce domaine en matière de développement des infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières, de façon générale dans le transport et la logistique, mais aussi beaucoup en matière d'énergie verte. Le deuxième axe d'intervention crucial, évidemment, est celui de l'industrialisation, l'emploi des jeunes, l'intégration des jeunes du secteur informel vers le secteur formel passera nécessairement par l'augmentation de l'investissement et en particulier de l'investissement industriel. Le groupe Attijari Wafa Bank a mené des initiatives à travers sa présence dans 16 pays. Il contribue aujourd'hui à rapprocher les opérateurs économiques africains et à attirer des investissements industriels et privés. Amnistie générale attendue au Tchad pour des rebelles et des opposants politiques. La mesure concerne des personnes condamnées, détenues ou non. C'était l'une des conditions posées par certains groupes rebelles pour participer au dialogue national voulu par la junte au pouvoir. Le gouvernement a présenté le 29 novembre 2 projets de loi qui prévoient une amnistie générale pour environ 296 rebelles tchadiens, dont de nombreux leaders politico-militaires en prison ou alors vivant en exil. Et pour en parler, nous accueillons ce soir le fondateur et président du Front patriotique tchadien, Barkaï Abdoumamid. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le général Mahamat Idriss Déby a dit, je cite, vouloir faire table rase des vestiges hérités des périodes sombres au sujet donc de ce projet de loi d'amnistie générale. Est-ce que vous considérez qu'il s'agit là d'un premier pas sur le chemin de la réconciliation? Oui, nous considérons que c'est un premier pas, oui et non. Parce qu'aujourd'hui, la transition qui se vit au Tchad devrait être normalement une transition qui va dans le sens de faire
table rase, bien sûr, et aussi l'état de lieu du pouvoir de 30 ans de leur père passé. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, qui ne sont pas les crimes, par exemple les crimes économiques, les crimes financiers et les crimes sociaux et politiques. Donc, si normalement cette transition devrait être une transition qui va dans le sens d'un renouveau du Tchad. Mais ce que maintenant on voit en place, c'est une transition à caractère dynastique et ça, nous, en tant que Front patriotique tchadien, on ne voit pas de changement. Alors en tout cas pour vous, toutes les mesures qui devraient être prises devraient aller vers le sens de l'alternance politique. Alors depuis le début, depuis la mort de l'ancien président, aucun pays n'a dénoncé la prise du pouvoir par la junte. Alors sans le soutien de la communauté internationale, est-ce que vous redoutez que cela complique davantage cette alternance que vous voulez? Une chose est certaine, que la communauté internationale et les pays amis ont joué un grand rôle pour sauver d'abord le Tchad. Parce qu'un président qui meurt dans des combats, qui n'a pas été prévu pour une succession, et c'est quand même chaotique. Mais les pays amis se sont organisés pour maintenir une stabilité et la sécurité pour empêcher le Tchad de se désintégrer. Mais le seul bémol, c'est qu'ils ont choisi le mauvais homme. Parce que choisir parmi les généraux du Tchad le fils de Déby, c'était une erreur monumentale. Qui ne devait pas être. Il devait être. Une transition devait être dirigée par un autre Tchadien qui mettra les choses en place et faire aussi les états de lieu du passé de 30 ans. Donc toujours pour aller vers l'alternance politique. L'alternance politique. Comment le Front patriotique tchadien se positionne par rapport au dialogue national voulu par la junte? Est-ce que vous comptez y participer? Nous, pour le moment, personne ne nous a contactés. Et je ne sais pas pourquoi. Comme personne ne nous a contactés ni invités, on ne s'invite pas. Donc pour le moment, vous restez hors du dialogue national. Non, nous, on ne reste pas hors du dialogue, mais c'est eux qui nous ont fait sortir hors du dialogue. Donc qui n'ont pas favorisé votre participation. Voilà. Alors, quel rôle comptez-vous jouer lors des prochaines élections? Alors même si aucun calendrier effectivement n'a encore été établi, mais quel rôle vous comptez jouer? Les élections sont encore trop loin parce qu'on dit qu'aujourd'hui il y a 18 mois de transition. Est-ce que ces 18 mois doivent être tenus comme date butoir des organisations d'élections? Ça, c'est à voir. Nous, on observe la situation et l'évolution de la situation par rapport aux promesses tenues par la junte militaire qu'il devrait quitter et organiser des élections dans 18 mois. Et qu'on demande aussi qu'ils inscrivent sur la charte, dans la charte, que les membres actuels de la junte et du gouvernement de transition ne participeront pas à cette élection. Alors, le général, juste pour avoir votre réaction, le général Mahamat Idriss Déby, le chef donc de la junte au Tchad, s'est octroyé il y a quelques jours une étoile supplémentaire, le faisant passer du grade de général de corps d'armée au grade de général d'armée, une promotion au sommet de la hiérarchie militaire décidée par lui-même. Quelle est votre réaction par rapport à cette autopromotion? Est-ce que vous craignez par ailleurs pour la suite de la transition? Ce que nous craignons, c'est que c'est visible maintenant. Après 8 mois de transition, il s'est octroyé une étoile. D'autant plus qu'il a 35 ans. Un général d'armée, dans une armée normale, il faut au moins, au-delà de 60 ans, moi je suis un officier de l'armée, avant d'être opposant. Donc je connais les caractéristiques et comment les choses évoluent dans l'armée. Mais
c'est pour montrer que Mohamed Idriss Déby ne voulait pas laisser ce pouvoir. Donc, aujourd'hui, il s'est octroyé une étoile pendant les 8 mois de transition, et demain, au 18e mois, il va devenir maréchal, et puis continuer. Donc, vous y voyez là un signe pour lui de prolonger la durée de la transition. Sans embâche. Et quelles sont vos actions pour justement favoriser déjà la première étape, le dialogue national, et puis ensuite les élections? Quelles actions vous menez sur le terrain? Donc pour le moment, nous, on est en train d'observer pour que les choses... Parce qu'il y a une transition qui est faite, qui est mise en place, et il y a des promesses qui sont tenues, qui sont émises. Donc ces promesses doivent être tenues ou non. Nous, on observe pour le moment. On n'est pas pressé. Très bien, merci beaucoup Barkay Adoum Hamid. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le fondateur et président du Front patriotique tchadien. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup. Merci. 900 pièces archéologiques restituées par les États-Unis aux autorités maliennes. Ces œuvres sont issues de pillages et de trafics illégaux. La rétrocession a été actée ce mardi. La plupart des œuvres avaient été saisies par les douanes américaines entre 2008 et 2011. Choguel Maïga, le Premier ministre de transition, salue cette restitution. Le bel exemple du gouvernement des États-Unis mérite d'être suivi par tous les pays où sont conservés des objets du patrimoine national, a déclaré le chef du gouvernement. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.